Alors, bonjour tout le monde. Dans un premier temps, nous espérons que vous et vos êtres chers sont en santé et en sécurité. On vous remercie pour votre présence et aussi on est très heureuse d'avoir cette opportunité de passer ces 30 prochaines minutes avec vous. À la fin de notre présentation, il va y avoir une période de questions, évidemment, donc n'hésitez pas à nous les faire parvenir et par la suite, Bruno, le modérateur, va nous les envoyer pour qu'on puisse y répondre. Alors aujourd'hui, nous, on veut vous inviter à vous projeter dans l'après-crise parce que ben, ça s'en vient. En fait, on en parle à tous les jours et particulièrement aujourd'hui avec les annonces de déconfinement. Et en fait, c'est dès maintenant que et les décideurs RH et la communauté doivent y penser et commencer à en discuter. Nous, chez Success Finder, nous sommes passionnés par deux choses. Premièrement, le fait que le data pertinent permet de mettre les gens sur la voie de la satisfaction et du succès au travail. Et que seules des données objectives et sans biais permettent de prendre des décisions RH éclairées. Alors, c'est ce que les organisations font dans toutes les autres sphères de leurs activités. Alors, c'est de ça que nous allons vous parler aujourd'hui. Merci Sylvie. Alors, je m'appelle Amanda Lessing, je suis la directrice de marketing chez Success Finder et je me joins à ma collègue Sylvie Faria, directrice de développement des affaires et au de Success Finder, étant elle-même CRHA et exerçant dans le domaine depuis plus de 20 ans. Alors, c'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui et nous aurons quelques minutes pour des questions à la fin, comme Sylvie a dit, mais nous sommes aussi toujours très contentes de parler plus profondément sur les sujets RH et marketing avec vous. Donc, sentez-vous bien à l'aise de nous rejoindre sur LinkedIn, de nous suivre et bien sûr de suivre Success Finder pour avoir de nos nouvelles. Merci Amanda, c'est un plaisir comme toujours de travailler en collaboration avec toi. Alors vous savez, nous aussi chez Success Finder, comme vous, on vit très intensément cette époque de jamais vu. Et ce depuis le 13 mars quand la direction a décidé de créer une cellule de crise et que dans un premier temps, notre préoccupation était vraiment de s'assurer que tout le monde était en santé, en sécurité et tout en demeurant productif. Et je partage avec vous, en fait, le modèle que Deloitte a élaboré le mois dernier et qui présente la crise en 3 dimensions. Donc, c'est sûr que dans la plupart des entreprises l'ont déjà fait, cette étape 1 qui était l'étape de réagir, n'est-ce pas? Sauf qu'en réalité, les 3 étapes, elles doivent être considérées simultanément. La difficulté, elle réside dans l'alignement de ces décisions qui, selon, vont impacter le court ou le moyen terme, voire même le long terme. Pour penser à la prospérité, il faut donc avoir des solutions durables en place, de façon à créer les conditions gagnantes au-delà du court terme. Moi, je dirais même que cette crise est peut-être la bougie d'allumage qui va servir pour prendre certaines décisions, celles que les décisions prenaient du temps à prendre, pour toutes sortes de raisons et qui maintenant semblent à notre portée. Des questions sur des aspects qui touchent nos collaborateurs, nos employés, nos leaders et l'organisation même du travail. Alors, vous tous, CRHA et CRIA, travaillez sans doute à des plans de réorganisation et de redéploiement actuellement. La semaine dernière, je discutais avec une VPRH d'une entreprise cliente qui me racontait qu'auparavant, seule une petite portion des employés en centre d'appel travaillaient de la maison, alors que cette pratique maintenant va devenir la norme. Alors, cette réalité leur a permis d'accélérer leur réflexion sur la mise à niveau des compétences, comme on a entendu juste auparavant Mme Saint-Hilaire, et pour penser non seulement aux compétences des employés, cette mise à niveau, mais aussi celle des leaders. Ou par exemple, une organisation syndiquée qui a un secteur qui roule à fond, alors que l'autre est en arrêt temporaire. Alors là, il y a toutes sortes de questions qui se soulèvent au niveau de comment redéployer les gens. Quels vont être les impacts une fois qu'on va revenir à la normale ou le nouveau normal dont on parle? Et peut-être un peu moins proche de nous, Virgin Atlantic s'envoie ses agents de bord travailler comme assistants dans des hôpitaux parce qu'ils sont formés aux premiers soins.
Donc, nous, comme professionnels RH, on va probablement voir notre propre rôle dans un avenir très proche devenir plutôt des facilitateurs pour une plus grande mobilité interne. Sauf que là, on va se poser des questions, par exemple, ben, c'est qui les employés qui devraient être formés sur des nouvelles tâches? Toute la question du reskilling et du upskilling. Et surtout, sur la base de quoi est-ce qu'on devrait prendre ces décisions? Et c'est là où les données et la connaissance des gens est essentielle pour arriver à faire des recommandations et prendre des décisions qui réellement vont créer de la valeur pour nos organisations dans ce nouveau normal. Alors parlons-en de ce nouveau normal. En avril 2020, donc ce mois-ci, E.ON a effectué un sondage auprès d'environ 1900 organisations, dont 1500 étaient en Amérique du Nord. Et quand on leur a demandé comment leur réaction à la pandémie pourrait changer leur stratégie à venir visant la main-d'œuvre, 44 des entreprises s'attendent à ce que leur programme de transformation numérique s'accélère. Et 83 des entreprises, elles disent que l'exploration des nouveaux modèles de travail, comme par exemple l'extension du travail à domicile ou l'augmentation des horaires flexibles, ça aussi, ça va s'accélérer. Alors, tout le monde connaît la sensation du déjà vu. Hein? On a tous déjà vécu un déjà vu. Alors, on a comme l'impression d'avoir déjà ou de reconnaître un moment. Et dans cette reconnaissance, c'est souvent accompagné d'un sentiment qu'on va être capable de prévoir qu'est-ce qui va arriver. Sauf qu'en réalité, actuellement, on vit plutôt dans une situation de jamais vu. Comment est-ce qu'on peut prendre pour acquis que ce que nous savons et ce que nous savons faire, en fait, ça va servir à résoudre les prochains défis? On est forcé plutôt d'accepter qu'une partie de nos acquis et de nos connaissances deviennent obsolètes dans cette nouvelle ère. Et ceci dit, même avant la crise actuelle, les entreprises avaient souligné l'importance croissante des compétences non techniques comme le leadership, comme l'esprit d'équipe ou la communication. Et d'ailleurs, en 2019, LinkedIn en parlait déjà. C'était parmi les tendances globales sur les talents. Et à cette époque, 91 des professionnels RH, ils affirmaient que leurs entreprises considéraient déjà les compétences non techniques dans leur pratique de dotation. Alors, ces changements, ils étaient déjà bien entamés. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une accélération de la forme de penser, le fit des gens dans les organisations. Il faut faire place plutôt à la personnalité, au comportement, à la mesure de nos préférences comportementales pour non seulement saisir, mais mesurer le potentiel. Parce qu'au-delà de ce que les gens peuvent faire maintenant, ce qu'on veut vraiment capter, c'est ce dont ils sont capables. J'ai lu dans un article récent que The hard times call for soft skills. Alors, certaines compétences qui étaient déjà importantes deviennent maintenant discriminantes dans des moments comme ce que l'on vit maintenant de crise et l'après-crise. Alors, je voudrais vous faire remarquer que la photo du centre, c'est un de nos vendredis fameux qui était déjà une tradition chez Success Finder, qui faisait vraiment partie de notre culture de compagnie. Et nous avons pu faire une belle transition et l'avons transposé ce vendredi-là dans le monde virtuel depuis la mi-mars. Et on peut aussi imaginer qu'avoir des employés heureux dans leur rôle, des leaders mobilisés, deviendra d'autant plus important. En fait, des employés heureux, qu'est-ce que ça signifie pour le nouveau normal? Qui sont les leaders dans ce nouveau normal? Qu'est-ce qui les motive et qu'est-ce qui les mobilise? Alors, on fait un petit sondage souvent qui vous demande, savez-vous ce qui suscite l'engagement de vos employés? Il y en a d'entre vous qui savent parfaitement ce qui motive l'engagement des employés dans leur organisation. Il y en a qui se disent, oui, nous, on est sacoche. En bon français, on est aux 4. En fait, d'habitude, et les réponses que nous voyons le plus fréquemment sont entre 1 et 2. OK, alors deuxième question de réflexion, c'est pour vous-même.
Qui sait exactement ce qui vous motive et mobilise personnellement? Qui est là à droite complètement? Je suis très contente de dire que plusieurs de nous à Success Finder, oui, on se comprend très bien, mais on a l'avantage d'avoir un outil pour mieux se comprendre, en fait. Alors, on connaît tous depuis plusieurs années l'importance de la mobilisation des employés et des bénéfices qui en découlent. Alors, dans la communauté RH, l'important est de comprendre la source derrière cet engagement. Un sondage Gallup du début 2020 montre que 45% des employés qui se disent engagés ont affirmé l'être parce qu'ils étaient satisfaits avec leur emploi. Et plus d'un tiers ont déclaré être engagés parce qu'ils se sentent qu'ils contribuent à la mission et à la raison d'être de l'entreprise. Et parce qu'ils savent à quel point leur rôle est important dans la réussite de l'organisation. Donc, notre question pour vous est, comment capter ces informations? Probablement souvent basées sur des perceptions, des impressions ou des hypothèses. Et cette information influence vraiment l'orientation d'initiatives énormes dans les entreprises. Il faut aller plus loin. C'est une question complexe et ce n'est pas une réponse évidente. Pourquoi certaines personnes sont engagées et agissent tellement positivement en termes de satisfaction à une augmentation de salaire et à des meilleurs avantages, alors que d'autres sont désengagés, s'ennuient même avec les postes les plus élevés? Pourquoi les meilleurs employés quittent-ils? Et pourquoi trouver sa place dans le milieu du travail est plus difficile chez certains? Comment est-ce qu'on passe de gauche à droite, du sad face au super happy face? Ce qu'on sait de façon certaine, c'est que les entreprises essayent. De l'ordre de 18 milliards de dollars sont dépensés annuellement seulement sur les outils pour augmenter l'engagement des employés. Wow! La réalité actuelle apporte son lot de défis additionnels. Dans un sondage PwC qui vient juste du 14 avril dernier, auprès de CFO d'entreprises globales, 77% des répondants disent qu'ils envisagent des mesures de limitation des coûts et 65% envisagent de différer ou d'annuler les investissements. Dans cet environnement, le besoin de démontrer un ROI intéressant et solide sera d'autant plus important. Attendez-vous à vous faire challenger. Les compagnies ont tout essayé pour bâtir une belle proposition de valeur à leurs employés et pour se différencier. Donc, meilleurs avantages sociaux, flexibilité, programmes de santé et mieux-être, meilleures incitatives, amélioration de l'environnement de travail et bien plus. Toutes ces mesures sont extraordinaires, mais auront-elles l'impact désiré et sur qui? Nos hippos, nos champions du nouveau normal, nos leaders inspirants? Alors, ça remet l'accent sur l'importance de l'étape du diagnostic avant de faire des investissements. Et surtout, se questionner si nous avons les bons outils pour faire cette collecte de données. Et il n'est pas juste important de cueillir le data, encore faut-il l'avoir sous forme utilisable. Et après, qu'est-ce qu'on en fait avec? Aujourd'hui, aucune entreprise ne penserait faire un investissement dans un programme marketing sans du data objectif. On veut savoir les goûts, les besoins de chacun de nos clients, individuellement et par segment. De suite, nous pouvons mettre sur pied une offre qui va répondre à ces besoins spécifiques. Alors, qu'en est-il de notre approche RH? Alors, nous en venons au marketing RH qui devrait absolument avoir la même rigueur que le marketing aux consommateurs. Alors, premièrement, il faut se questionner. Quelle est notre marque employeur et quelle est notre proposition de valeur employeur? Il faut se définir pour attirer. Deuxièmement, il est primordial de prendre le temps de bien comprendre et bâtir des profils de persona de nos employés et de nos candidats cibles pour créer une campagne marketing RH à la hauteur de nos besoins et pour ensuite personnaliser la communication auprès des différents groupes et de même aller jusqu'au marketing personnalisé par individu. Alors, toute campagne moderne doit avoir un aspect de personnalisation, être à l'écoute des personas cibles, surtout si elle peut être basée sur des données individuelles. Les entreprises qui réussiront à attirer et à retenir les candidats
seront celles qui adopteront une stratégie marketing offensive et qui assureront une cohérence entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font. Alors, quelle est la clé du succès? C'est simple. C'est vous soucier des attentes, des ambitions et des motivations des candidats potentiels, tout en tenant compte de la définition des objectifs stratégiques et de la culture interne de votre entreprise. Le marketing RH vous permet ainsi de développer des relations durables, gagnantes-gagnantes, entre employeurs et employés. C'est évidemment ce que tout le monde souhaite. Nous connaissons tous l'importance de l'engagement des employés et c'est pour ça que les compagnies dépensent tant. Comme Sylvie a expliqué, les employés veulent savoir s'ils contribuent à la mission et la vision de la compagnie et y voir leur place. C'est à nous, les employeurs, avec un travail de collaboration entre le marketing et les ressources humaines, que l'on peut créer des campagnes de marketing RH ciblées et personnalisées à nos personas clés et en sortir comme un employeur qui tient ses employés à cœur. De plus, nous connaissons tous les avantages du marketing RH et les diverses retombées dont nous pouvons bénéficier, alors ces fameux KPI. Alors, parmi les résultats les plus souvent observables et mesurables, nous retrouvons l'augmentation de la notoriété de l'organisation et de marque, l'entrée de candidature et l'engagement interne. Après ça, une diminution des coûts de recrutement et des coûts liés au taux de roulement. Alors, la génération d'opportunités d'affaires et bien évidemment, ce qu'on recherche tous, c'est l'accroissement des ventes. Alors, il existe un nouveau paradigme. Les employés ne sont plus aussi réceptifs à des solutions universelles. Tout le monde veut plus de personnalisation, plus qu'un menu au choix et parfois avec trop de choix, et une expérience conçue pour les engager spécifiquement. Il faut s'éloigner de l'approche unique, le one size fits all ne fit plus. Comment pouvez-vous personnaliser votre proposition de valeur aux employés tout en répondant aux objectifs de votre entreprise? Alors ça, c'est seulement possible quand les professionnels RH sont partie prenante des décisions stratégiques de l'organisation. Alors, vous l'avez probablement déjà deviné, mais afin d'atteindre les objectifs mentionnés et d'avoir un véritable retour sur investissement sur toutes vos initiatives, vous devez connaître vos employés avant tout. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Vous devez comprendre leurs besoins et ce qui les motive et dans quelle mesure leur motivation est alignée avec l'entreprise et ses objectifs. Mais ne vous inquiétez pas, on vous a donné quelques pistes de solutions et ce, en 4 étapes faciles. Alors, premièrement, arrêtez de deviner. Il existe beaucoup d'incertitudes autour de la question de ce qui engage les employés. Il existe encore trop de biais, trop d'improvisation dans la collecte de données pour la prise de décision RH. Pas possible de savoir ce qu'on ne sait pas. Alors, il faut aller vers une approche plus objective qui nous donne plus de confiance qu'on est sur la bonne voie, qu'on a fait une analyse approfondie. Donc, message 1, réduisez l'incertitude grâce à des données et des prévisions plus objectives pour renforcer votre confiance dans la prise de décision. Votre rôle conseil et expertise sera d'autant plus reconnu avec un business case solide démontrant un retour sur investissement. Deuxièmement, connaissez-vous vos gens et vos gestionnaires? Connaissent-ils leur équipe? Savez-vous ce qui motive, pousse et énergise chaque personne individuellement? Et si on regarde une équipe, un secteur ou même l'entreprise au complet, quelles sont les tendances? On mène régulièrement des projets analytiques avec certains de nos clients et imaginez la richesse de savoir avec objectivité, avec des données à l'appui, quelles sont les plus grandes sources d'engagement et les facteurs de motivation de vos employés. Alors, dans certains cas, on a déjà trouvé, par exemple, que c'était le style de leadership du superviseur lui-même. Et j'ai aucun doute à parier que c'est encore plus vrai dans les dernières semaines. Dans une autre, c'était la bonne adéquation entre les gens et les valeurs ou la culture de l'entreprise. Ou encore le fait que les employés se sentent sur leur X, dans un rôle qui est aligné avec leur profil de personnalité. Évidemment, toutes ces entreprises sont différentes.
Mais quand elles comprennent ces facteurs et agissent en conséquence, leurs programmes et leurs actions ont d'autant plus d'impact, tant au niveau individuel qu'organisationnel. Alors, troisièmement, donnez à vos employés des outils pour mieux se connaître. Que chacun puisse mieux comprendre ses valeurs, ses forces de vie, ses priorités, ce qui les drive, ce qui les motive, ce qu'ils recherchent auprès d'un employeur. Pour ce faire, il faut leur donner des outils pour participer activement. C'est d'une valeur inestimable. Les gens veulent être écoutés, mais ils doivent aussi pouvoir faire un bon travail d'introspection pour se comprendre. Avoir une perspective éclairée, à partir de là, on peut commencer à parler de vrais engagements. Et finalement, l'engagement, c'est à double sens. L'organisation a la responsabilité d'aider ses employés, d'instaurer de bonnes conditions, de discuter de ce qui les allume, de ce qu'ils recherchent, de discuter de leur fit actuel, mais aussi de l'idéal. Nous, on appelle ça amener les gens sur leur X. C'est une responsabilité mutuelle qui nécessite premièrement de bons outils pour avoir une discussion éclairée, basée sur de l'information objective, en plus d'une volonté de part et d'autre de participer activement à la discussion. Alors, imaginez si on pouvait bâtir une organisation avec uniquement des parties gagnantes autour de la table. Si nous étions dans un monde où on avait optimisé la question du meilleur fit, le fit avec la carrière, avec la culture, pour chacune de nos employés. Et si nous arrivions à éliminer le hasard et les biais qui sont cognitifs ou autres, dans des décisions qui sont si importantes, que les employés soient heureux, satisfaits, loyaux, motivés et performants dans leur travail. S'assurer que les personnes sont sur leur X et qu'elles sont aussi soutenues pour atteindre leur plein potentiel. Alors, on va vous laisser poursuivre votre réflexion en vous posant les 3 questions suivantes. Est-ce que votre offre employeur favorise une bonne connaissance d'eux-mêmes, de vos employés, pour s'assurer qu'ils sont à la bonne place avec les bons outils pour se développer? Et est-ce que votre offre employeur, elle a une approche personnalisée? Alors, deuxième question. À quel niveau de sophistication êtes-vous rendu dans la collecte et l'analyse des données RH? Finalement, avez-vous déjà commencé la mise en place de solutions pour assurer la prospérité de votre organisation après crise? Quels sont les impacts de vos décisions à court terme sur l'avenir? Et surtout, pourquoi attendre alors que très bientôt, le tourbillon de la reprise limitera le temps disponible pour la mise en place de ces projets structurants? Alors, nous vous remercions de nous avoir écoutés ce matin et nous sommes ici pour aider la communauté RH. D'ailleurs, on a mis sur pied quelques initiatives intéressantes justement pour aider et pour contribuer à notre façon. Alors, pour ceux parmi d'entre vous qui avaient des enfants en âge universitaire, on a mis sur pied un programme de connaissance de soi qui permet une réflexion sur leur choix d'études et leur choix de carrière. Et évidemment, on est aussi là pour aider les entreprises qui vivent un besoin de recrutement ponctuel intense. Donc, on offre en fait temporairement nos solutions et notre aide sans frais. Donc, nous vous invitons évidemment à communiquer avec nous pour en savoir plus sur ces 2 initiatives ou sur toutes nos autres solutions. Et évidemment, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Amanda, je voulais te remercier. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Merci, Sylvie. Alors, nous avons quelques questions pour vous, mesdames. La première question, c'est: nous souhaitons sonder nos employés afin de comprendre leurs enjeux et prévoir la reprise. Comment suggérez-vous de les sonder sans toutefois créer des attentes démesurées et par où commencer? Oui, ça, c'est une très bonne question et la gestion des attentes, c'est quelque chose qui doit toujours, dans n'importe quel cas, disons, travaillé avec beaucoup de soin. Donc, je vous dirais, dans la transparence, et particulièrement, j'imagine que la plupart des entreprises
dans ces semaines, dans les dernières semaines, ont vraiment travaillé leur communication et moi, je dirais travailler avec les leaders de proximité. Donc, c'est sûr que être proche des gens, bien comprendre quelles sont leurs attentes et surtout que ce soit en termes de gestion de carrière ou de redéploiement, c'est très important d'avoir un plan et d'être transparent à savoir que parfois on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui. L'agilité, la flexibilité, ce que l'on sait à peu près pour sûr, c'est que ce qu'on sait aujourd'hui va être différent demain. Donc, je pense que communiquer ça clairement à nos employés. La deuxième question, comment mobiliser nos employés qui ont des niveaux élevés de stress et d'anxiété dans le contexte actuel et en prévision de la reprise? Oui, ça, c'est encore une fois une super bonne question. Quand on a une capacité de comprendre les gens au niveau de, par exemple, quels sont leurs mécanismes pour gérer le stress. D'ailleurs, c'est une des choses que SuccessFinder mesure dans son évaluation. Donc, on est beaucoup plus capable de personnaliser cette réponse, en fait, ou d'être à l'écoute de la façon où l'employé va le percevoir comme quelque chose vraiment de positif et où on est à son écoute. Donc, encore une fois, je dirais, retournons à la base, ramenons les gens, en fait, très proches de nous, utilisons évidemment tous les moyens technologiques qui nous permettent là, d'être en contact avec eux. Et je vous dirais, parfois aussi sortir de la hiérarchie immédiate. Donc, nous, ce que l'on a vu et ce que l'on a fait chez nous, d'ailleurs, c'est un système de buddies, donc des copains pendant la crise où on a des moments de façon plus informelle, donc en marge des communications plus formelles de l'entreprise, ces espèces de communication informelle sur une base en petits groupes ou un système de copains qui permet là, un meilleur sentir le pouls vraiment des gens et quel est leur niveau de stress.